Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve parce que un grand homme a disparu il y a peu de temps. Ce grand homme-là, il a inventé le buggy, enfin en tout cas le buggy de plage, et il avait donné son nom, Bruce Meyer. Et Nico a préparé un super article pour raconter tout ça. Et puis en discutant et en regardant un petit peu mes camarades, eh bien j'ai vu que l'ami Jackie Morel, eh ben il connaissait bien Bruce et puis il avait un petit peu ressorti aux yeux de tout le monde. Et donc, on s'est dit que ça serait bien sympa de l'attraper et de lui parler de Buggy au global, mais surtout de Bruce Meyer. Et donc, le point de départ, c'est que Jackie, lui, il a toujours été dans le VV, donc il parlera un petit peu de comment il bricolait, qu'il a monté son premier Buggy. Et puis, un peu plus tard, quand il avait son magazine qui parlait de VV, et ben, il a eu une belle idée, c'est-à-dire de reprendre contact avec Bruce. Et donc, raconte-nous, enfin, c'est le point de départ, raconte un peu, en fait, l'idée quand tu étais. C'est Super VV, c'est dans Super VV, en fait, Ouais, à la base. alors voilà, bonjour à tous déjà. Et donc oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je connaissais l'histoire. Enfin, moi, j'ai monté un LM en 71, j'ai monté un LM. Et puis au fil des années, j'ai découvert que le buggy originel, ça s'appelait Meyers Manx et ça avait été fabriqué par un Américain. Et j'ai découvert qu'il avait fait le premier modèle en 64. Donc, moi, en 93, j'ai eu la chance d'acheter un exemplaire qui avait très très peu de kilomètres en Floride, jaune avec la capote à fleurs, qui était de 67. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien l'année prochaine de fêter les 30 ans du Manx. Et donc, j'ai cherché à retrouver Bruce. J'avais acheté aussi deux autres épaves de buggy dans la région de New York. Et le gars qui m'avait vendu ces épaves, il m'avait parlé de Bruce. Alors, je l'ai contacté. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. C'était du courrier et ça mettait une semaine à aller-retour. Et donc, le gars me dit, bah, la dernière adresse que j'ai de lui, c'est à Valley Center, près de San Diego, en Californie. Donc, je fais un beau courrier en lui disant, voilà, je me présente, etc. Je suis un fan de buggy. Et puis, j'aimerais organiser les 30 ans du Mans sur le circuit du Mans. Est-ce que vous accepteriez mon invitation? Et donc, Bruce a reçu le courrier et il a contacté Arkey Smith, qui est un rédacteur de Hot VV Magazine, qui est le magazine leader dans le monde de la VV aux États-Unis. Et il se trouve que l'année d'avant, j'avais invité Arkey Smith en France, donc que je connais très bien depuis 40 ans. Et donc, il lui a dit, bah non, vas-y, Jackie, c'est sérieux. Et donc, Bruce a accepté mon invitation. Donc, j'ai invité Bruce. Il est arrivé donc peu de temps, quelques jours avant le VV national, qui était au Mans à l'époque en 94. Et la première chose que j'ai faite, on l'a accueilli à Marne-la-Vallée. À l'époque, on était à Marne-la-Vallée. Je lui ai montré mon Buggy Manx pour qu'il l'authentifie parce qu'il n'y avait pas de plaque. Et il m'a dit, alors il a regardé sur tous les angles, en dessous les ailes, parce qu'il avait, à l'époque, il polochonnait des tubes pour passer, enfin, qui faisaient renfort. En même temps, ça permettait de passer le circuit électrique sous les ailes. Et donc, il a bien regardé partout. Il m'a dit, oui, oui, ça, c'est un vrai. J'en ai fait très peu, une petite centaine qui n'avaient pas de plaques avant qu'on se mette à faire des plaques. Et il me dit, en plus, il avait le petit logo sur le nez, qui était un tout petit logo qui s'effritait à moitié d'ailleurs. Et il me dit, ça, c'est sûr que c'est un des premiers. Alors moi, j'étais quand même très content de ne pas avoir dépensé mon argent parce qu'il m'avait coûté une blinde le truc. J'étais quand même content, tu vois. Et donc, comme il marchait très bien, je lui dis, bah, Bruce, je vais te l'emmener au Mans. Et puis, tu vas conduire ce buggy au Mans et puis on va faire une parade sur le circuit et tu vois, tu vas mener la parade dans ce buggy. Et donc, on est parti. Alors, j'ai d'autres anecdotes sur la route, mais je ne peux pas vous les raconter tout, sinon on y est pour 2 jours. Ah, si, Et, vas-y, fais le trajet sur Le Mans, si, en fait, si tu veux, je tirais ce buggy avec un tow-bar. Le tow-bar, c'est Bruce qui l'a inventé. C'est-à-dire que c'est un triangle qu'on boulonne sur le train avant de la Volkswagen et à l'avant, il y a une attache de remorque. Et donc, le buggy, il est sur ses 4 roues et tu le tires derrière et tu mets une lumière derrière. Et on était sur l'autoroute et je me fais ultra serrer par les légal. flics. C'est légal. C'est légal. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, évidemment, je me fais arrêter par les motards. Bruce, lui, on lui avait eu, c'est Volkswagen qui avait eu la gentillesse de lui prêter un cabriolet Golf, il était derrière. Et donc, on se fait arrêter par les motards. Et là, Bruce, il dit, bon, bah, on est mort, tu vois. Et donc, les mecs, les flics, je leur dis, non, vous allez mettre un PV parce que j'ai pas la lumière. J'ai commandé la plaque et le câble, mais je l'ai pas reçu à temps. Donc, et je tirais avec une Audi V8, tu vois. Et je savais qu'en fait, mon Audi V8, elle pouvait tirer officiellement 750 kilos non freinés.
Et donc, le buggy, il fait bien entendu bien moins de 750 kilos, parce qu'une Volkswagen, ça fait 750 kilos. Donc, le buggy, il devait faire 500 kilos, tu vois. Et donc, les gars me disent non, non, c'est pas légal, tout. Je dis, bah écoutez, moi, je vous dis que c'est légal. Donc, ils appellent le grand chef, qui arrive un quart d'heure après avec une R21 et quatre manuels dans le coffre avec le code de la route avec des volumes comme ça. Et les mecs, les vlacs, qui commencent à éplucher le truc. Et au bout d'un moment, les gars, il me dit, ça dure 1 heure, hein, et Bruce, il me dit, oh, on peut discuter avec les flics ici. En Amérique, on ne discute pas avec les flics, on prend un coup de matraque direct. Hein. Et donc, au bout d'1 heure, le gars, il me dit, bon, bah, je suis désolé, je suis pas désolé, mais vous avez raison, je vais pas vous mettre de PV, c'est légal. Je vous mets juste un PV pour la lumière. Je dis, bah oui, c'est ce que je vous avais dit. Et les mecs, ils m'ont laissé repartir. Donc, voilà une première anecdote. Alors ensuite de ça, on arrive au Mans, évidemment. Et Bruce, il avait préparé une petite histoire de sa vie avec des diapositives. Donc moi, j'avais amené mon truc à diapo, là. On avait fait monter un écran sur la scène. Et puis, quand il arrive là-bas, donc on le présente et tout. Et là, tout le monde arrive. Alors, il devait y avoir 150 buggy qui étaient venus pour l'occasion. Et là, tout le monde arrive pour lui faire signer des trucs, des casquettes, des autographes, des bouquins, des magazines, des trucs. C'est à l'envers l'écran là, tu bricoles, mais. Ouais. Et Bruce, si tu veux, lui qui sortait, parce que moi, je savais pas, mais il habitait dans une espèce de caravane chez ses beaux-parents, dans le jardin de ses beaux-parents, parce qu'il avait plus d'argent et il avait plus rien. Il s'était reclus lui-même, il s'était coupé du monde, parce qu'en 71, sa boîte a fait faillite et il avait perdu le procès avec tous les mecs qui copiaient des trucs. Et quand une fois qu'il a eu perdu, des centaines de constructeurs se sont mis à copier, à acheter des coques et à les mouler. Il y a même le patron de SCAT qui lui a avoué une fois que lui, il fabriquait carrément des moules avec une coque et il vendait les moules. Il faisait le tour des ateliers plastiques de sa région et il vendait les moules. Tu vois, enfin, le pauvre Bruce, donc ça l'a tué. Il est resté pendant 20 ans enfermé dans sa caravane. Et apparemment, il voulait plus du tout entendre parler de buggy. Non, il voulait plus entendre parler de buggy. Il a fait une baignoire, un jacuzzi spécial. Il a fait une petite bagnole pour enfants. Il a fait 2-3 bricoles. Quand je l'ai rencontré, quand je suis allé la première fois en Californie, juste après le VV national, il travaillait sur un système pour monter les motos derrière un camping-car géant. Là, tu as une espèce d'échelle d'ascenseur. Parce qu'il était très ingénieux, Bruce. Et donc, si tu veux, là, d'un seul coup, il découvre qu'il y a encore plein de gens qui l'aiment. Et c'est la vedette du week-end. Il signe des autographes. Il passe son temps à pleurer, à avoir les larmes à l'œil parce que les gens veulent tous poser avec lui. Et donc, alors, on part pour le défilé. Et il me dit, j'ai quand même de la peine de défiler avec tous ces gens avec plein de buggy qui ont été copiés sur le mien et tout, parce qu'il y avait effectivement de tout, notamment des LM, hein, les LM qui sont alors je te ferai une parenthèse après pour t'expliquer, mais les LM, il y avait plein d'autres buggy. On reconnaît assez facilement qu'ils ont utilisé sa coque parce que les ailes arrière côté passager là, à droite et à gauche, elles sont très spécifiques sur le Manx parce qu'il les a moulées sur une aile d'un pick-up Ford 100 et la forme est spécifique. Si ta voiture, il y a les ailes arrondies à l'intérieur, tu es sûr que le gars, il est parti d'un Manx. Quoi. Et donc, je lui dis, mais Bruce, tu sais, regarde pas derrière, regarde devant, regarde tous ces gens que tu as rendus heureux. Tout le monde est heureux d'avoir un buggy, c'est un engin fabuleux. Et là, alors lui, il dit que je lui ai raconté l'histoire du Canari. Il m'a fait ça dans ma préface de mes mémoires. Il m'a écrit que j'ai parlé du Canari qui chante dès qu'on enlève le cache de la cage et il chie sur le journal d'hier. Tu vois, il chie sur les nouvelles d'hier en fait. Et donc, bon, c'est peut-être que je lui ai parlé d'un truc comme ça, mais enfin bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lui ai dit, Bruce, regarde devant, les gens, ils veulent des coques, il n'y a pas de club, fais un club, refais-nous des Manx. Alors moi, je pensais pas encore au Manxter, parce qu'après, il avait ça, je l'ai su plus tard, il avait déjà dans la tête de faire un buggy plus moderne. Et donc, si tu veux, il est reparti
dynamité par tout ça. Et donc, moi, il m'a invité au mois de novembre à la Barra, mois de novembre 94. Donc, moi, ça devait être en juillet, nous, je pense. Hein. Donc, il m'a invité en novembre. Et là, il avait fait un petit flyer. Ils avaient décidé avec sa femme de créer un club. Il avait fait un petit flyer d'un quart de page, tu vois, avec un petit mot en disant voilà, je suis Bruce Meyer, j'ai inventé le truc, je voudrais faire un club. Si vous avez un buggy, rejoignez-nous et tout. Et à chaque fois qu'on voyait un buggy, il donnait le papier. Et les mecs, oh, vous êtes Bruce Meyer, c'était un truc de fou, quoi. Alors je lui dis, tu vois, même en Amérique, t'es pas oublié. On est parti en Basse-Californie, là où il y a beaucoup de buggy qui traînent. Dès qu'il envoyait un, il donnait le papier. Pareil, on faisait des photos, il signait des trucs et tout. Je lui dis, toi, regarde. Alors, c'est comme ça que le club a commencé à démarrer. Ils ont fait un petit noyau de membres locaux parce que lui, il habite près de San Diego. Donc, tous les mecs autour de lui sont venus régulièrement l'aider. Alors, il avait déjà récupéré le Manx 4 qu'il appelait Quattro, que j'ai récupéré moi, que je lui ai racheté quand il a retrouvé le premier. Et donc, il n'était pas encore restauré. Il y avait la coque qui traînait dans le jardin. Et il me dit, tiens, tu vois, ça, c'est un des premiers monocoques. Oh, le mien, je l'ai perdu. Je l'ai vendu à un musée, puis le musée a fait faillite. J'ai perdu sa trace. Ils ont dû le détruire et tout ça. Bon. Et enfin bon, il était assez triste. Et donc, les membres du club l'ont aidé à restaurer le fameux Quattro. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de photos que les gens m'envoient là depuis 2 jours. Je suis submergé de photos, de trucs. Et des photos de Quattro. Quand il les a utilisées la première fois, il n'était même pas peint dans les meetings parce qu'ils ont commencé à organiser des rassemblements. Ils étaient 20, 30 buggy, 40 buggy, 50 buggy, 100 buggy. Après, ils partaient dans les montagnes, ils partaient en Basse-Californie. Enfin, ils ont fait plein de rassemblements comme ça. Et donc, il y a une communauté très, très soudée d'amis comme ça du buggy qui sont joints. Et puis, ça l'a vraiment reboosté. Donc, ils ont restauré le Quattro pour lui. Ils l'ont aidé, ils l'ont repeint, ils ont changé les freins, ils ont mis un moteur neuf. Enfin, bon, ils ont tout refait. Et puis, ensuite de ça, il a commencé à travailler un peu sur son nouveau projet, donc qui est devenu le Manxter. Et puis un jour, alors il y a eu un papier sur lui, et donc d'ailleurs qui parle de moi directement parce qu'il explique le truc du Mans. Il y a une photo d'ailleurs au Mans où il est devant c'est sous la courbe d'un lobe, donc on reconnaît le circuit si tu veux, et il est en tête de la caravane et on voit des buggy derrière. Et donc cette photo-là, elle est parue dans Road on Track, et il y avait toute une histoire sur lui, et dans cette histoire, il raconte l'histoire qu'il a perdu le premier et tout. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un gars qui lui dit écoutez, bonjour, voilà, j'étais le comptable du musée à qui vous aviez vendu le buggy, et quand ils ont fait faillite, moi, ils me devaient de l'argent, ils m'ont payé, ils m'ont donné votre buggy. Si vous voulez, je vous le revends. Alors Bruce il dit ouais, mais vous savez, moi j'ai pas beaucoup d'argent, je pourrais pas vous le racheter et tout. Il dit écoutez, moi il me devait $2000, je vous le vends $2000. Et donc il a racheté son buggy, le fameux Old Red, avec lequel il avait fait tous les records. Enfin, tout a été fait à partir de ce Old Red, et il a pu le racheter. Et à la suite de ça, il m'a vendu Quattro. Donc ça, c'était en 97. D'accord. Voilà. Alors, suite à ça, donc, il est donc venu en 94. Je l'ai réinvité en 97 parce il m'avait autorisé à commercialiser le Manx en France. Donc, j'avais trouvé un petit atelier. D'accord. Ouais. Donc, toi, tu étais du coup, entre guillemets, importateur français du Manx. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à l'origine, je me suis dit, merde, c'est con, moi, je m'en ferais bien un tout neuf. Et puis j'ai deux, trois copains qu'on aimerait bien en avoir un. Donc on va faire un moule, et puis on va refabriquer quelques coques. Et comme je savais que Bruce il était un peu dans la mouise, j'ai dit on lui demandera de nous faire des plaques, et puis on lui donnera des royalties. Alors à l'époque, je crois que c'était 1000 francs, un truc comme ça, tu vois, parce que le kit, je sais plus combien il coûtait. Enfin bon, ça correspondait à 150 €, je crois, 1000 francs. On lui donnait 1000 francs par plaque. Donc quand il est revenu en 97, on avait sorti les premières coques, et donc il nous a frappé les plaques. J'ai les photos que j'ai passées dans Super VV parce que j'ai tout raconté dans Super VV, et il frappe les plaques que j'avais fait imprimer, qui étaient un peu, il frappe les numéros, tout ça, machin, et donc il nous donne les plaques. On lui a payé ses royalties, il était tout content. Il est revenu en 98, je l'ai réinvité 5-6 fois au moins, je sais plus. Alors ensuite de ça, en 97, il m'envoie un mot et il me dit, parce que je lui avais dit j'aimerais bien acheter un Todd un jour. C'est quoi un Todd? Le Todd, alors à la suite du Manx,
il a inventé un buggy que lui, en fait, alors si on refait à la jeunesse du truc, en 65 ou 6, en 66, je crois, il y avait une moto qui avait fait qui avait remonté de La Paz jusqu'à la frontière californienne en 39 heures. À l'époque, il y avait très peu de routes goudronnées, c'était que des chemins. Donc 1600 km hein, quand même. Hein. Et donc, avec son copain Ted Mangels, qui est devenu ensuite ingénieur chez Toyota, c'est lui qui a inventé les suspensions des pick-up araignées, là, avec le point central et les bras qui vont jusqu'au roue du centre, tu vois, avec des débattements de fou. Tu vois, les bagnoles, elles ont un débattement de 50 cm ou 60 cm de débattement, c'est hallucinant, quoi. Enfin bon. Et donc, son copain Ted Mangels, il décide d'essayer de battre la moto. Donc, ils descendent à La Paz en prenant quelques notes parce que le problème principal c'était l'essence. Donc, ils avaient rajouté des bonbonnes à droite et devant pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Et voilà, et des trucs machin. Et ils descendent et ils essaient de repérer les endroits où ils peuvent aller vite, tout ça machin. Donc, sur les 1600 bornes. Et le lendemain, ils attaquent le record dans l'autre sens. Et donc, ils roulent comme des fous. Et arrivé à la frontière, il y avait un office du tourisme mexicain. Mais comme ils étaient en avance, le mec n'était pas ouvert. Ils ont attendu 1 heure dans le buggy à dormir que le gars il ouvre. Et le gars il a validé 34 heures alors qu'en fait ils avaient mis 33 quoi. Tu vois. Et donc ça a fait l'objet de plusieurs articles dans les journaux, les différents journaux. Un buggy balai moto, à l'époque c'était pas envisageable. Tu vois, une moto ça allait toujours plus vite qu'une bagnole, surtout dans tout terrain. Et donc suite à ça, il y a des mecs qui disent bah on va créer une course. Ils ont créé la NORA, donc la North American Racing Off-Road Association, et ils ont fait la première Barra en 67. Qui était la passe, pareil, la montée ou la descente, je ne sais plus. Et donc Bruce a préparé plusieurs buggy. En 67, il y avait déjà son usine qui tournait bien. Hein. Donc, ils ont préparé 3 ou 4 buggy. Et lui, il a cassé avec le sien. Mais c'est un buggy Manx qui a gagné avec Vic Wilson et Ted Mangels, son copain, qui était copilote du mec qui a gagné. Donc, ils ont gagné avec un buggy qui était numéro 10. Et qui est, donc, la première Barra California, elle a été gagnée par un Manx. Et donc, l'année d'après, il se dit, il réfléchit comme c'est un créatif, et il se dit, je vais faire un buggy adapté à la Barra. Et il part d'un tube, il fait un espèce de rectangle rond en tube, tu vois, qui plonge avec 2 supports pour le train arrière de la VV, et à l'avant, le train avant boulonné dessus. Et la coque, elle est en plastique, elle est posée sur le tube, et elle est sandwichée avec l'arceau. Quand tu boulonnes l'arceau, tu bloques la coque, tu vois. Et donc, il y a un tube qui tient le volant, et ça s'appelle un TOD. Pourquoi ? Parce que dans le tube du volant, au milieu, il y a une barre de traction que tu rentres, tu mets avec une épingle ou un boulon, tu bloques le truc, et quand tu veux l'emmener derrière ta bagnole, tu enlèves ce boulon, tu tires la barre, tu remets le boulon, et tu accroches le buggy en levant les roues avant, tu l'accroches au cul de ta bagnole, et tu le tires. Ça, c'est pour ça que ça s'appelle un TOD. TOD, c'est tracté, tu vois. Okay. Voilà. Et donc, il crée ce truc-là. Et en fait, il en fait 2 parce que son revendeur de Chicago qui s'appelait Bob Major lui dit moi, j'aimerais bien aussi en avoir un. Donc, ils en font 2 en même temps. Et il a le carrossier aluminium de Shelby, qui était un de ses copains, qui travaille sur les Cobras, qui vient lui faire le capot avant en aluminium. Sur ce buggy, et donc il est peint en rouge, et il a truc, et il sert de modèle pour toutes les photos et tout. Après, ils font un moule de ce capot pour faire pour le faire en grande série, et le moule est parti de ce capot-là. Et Bruce, lui, donc lui, il s'était fait le premier, ça c'était le numéro 2. Bruce engage le numéro 1 à la Barra 68, et il est en tête, il est en train de rattraper Parnelli Jones qui roule avec un énorme 4x4. Et dans un endroit, en fait, il y a un virage, il double Parnelli Jones, et au moment où il le double, en fait, il y a un virage avec un énorme ravin. Et donc, Bruce décolle et tombe et s'en plafonne l'autre côté du ravin.
et le buggy est plié en deux. Bruce a les jambes broyées. Son copain, il a le coude cassé. Enfin, ils sont quand même assez amochés. Bruce est très amoché. Il restera d'ailleurs une vingtaine d'heures couché par terre avant que quelqu'un vienne le secourir. Enfin, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il a J'avais gardé des lu séquelles. 22 heures avant d'arriver à l'hôpital. Ouais. Ouais, enfin un truc de fou. Il a souffert. D'ailleurs, il avait toujours une espèce de d'attelle qu'il mettait dans sa chaussette pour tenir sa jambe parce il a eu la jambe broyée. Donc c'était pas très bien rafistolé. Et donc suite à ça, si tu veux, alors pour lui, la course s'arrête. Et par contre, ils ont fabriqué un certain nombre de milliers de tonnes derrière. Alors au début, ils avaient fait des coques en thermoformé, et puis elles craquaient, ça, le thermoformage marchait pas, donc ils ont remplacé toutes les coques thermoformées par du polyester traditionnel. Et donc le numéro 2, Bob l'a engagé en août 68, à la Barra 500 naissante, la première Barra 500 à Las Vegas. Et donc, il n'a pas terminé pour un problème électrique. Il a ramené ce buggy à Chicago et il l'a rentré dans son garage. Et en 97, en 97, Bruce me dit, tiens, j'ai un copain qui m'a vendu un Todd pour 3 fois rien de $200. Il faut le restaurer. Si tu veux, moi j'ai un mec qui peut te le refaire pour le remettre roulant. Tu le veux comment? Et moi, comme j'avais tous les magazines avec le fameux Todd numéro 20 pardon, de Bob Major, je lui envoie les photos. Je lui dis, bah, je le veux comme ça. Il me dit, alors il me raconte l'histoire. Il me dit, c'est le Todd de mon copain Bob, mais il est probablement mort. J'ai plus jamais eu de nouvelles. C'est le seul qui est venu me voir à l'hôpital. Il me dit quand j'étais accidenté, mais bon, j'ai pas de nouvelles depuis longtemps et tout. Bon, je lui dis, bah écoute, moi j'aimerais bien faire une copie de ce Todd parce que pour moi il est mythique. Et donc, il se passe 15 jours et il m'envoie un mot et il me dit Jackie, j'ai retrouvé Bob, il n'est pas mort, il a toujours son Todd et il serait prêt à te le vendre. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'avion et donc nous voilà à Chicago avec Bruce. Et le Todd, il était garé sur le côté parce que le garage était assez petit. Donc, Bob, il avait gardé un buggy vert métallisé, Metal Flake, avec la capote à fleurs. Et à côté, sur 2 roues en biais, il avait rangé le Todd. Tu vois. Donc le Todd, on le sort. Je fais des photos que je passe dans Super Bébé où on raconte toute l'histoire. Sa femme, qui était une photographe émérite, elle me sort des albums de 1000 pages avec toutes les photos de la construction, des courses, des machins, des photos en noir et blanc, en couleur, pardon. Tu sais, les photos carrées 6:6, là. Mais des dizaines d'albums monstrueux de 1000 pages. Donc, on passe tout un temps à feuilleter tout ça. Elle a la gentillesse de me confier les albums pour que je les fasse dupliquer. Donc, j'ai fait refotographier tous des trucs à l'époque. C'était en 97, hein. Il n'y avait pas tous les moyens modernes qu'on a aujourd'hui. Et donc ça m'avait coûté une blinde. J'ai refait toutes les images. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir l'histoire. Bob m'a donné son casque de l'époque. Il a retrouvé sa veste. Il m'a donné tous les papiers de la course qu'il avait gardés. Il y avait encore du liquide dans le truc où tu as une paille pour boire. Là, tu sais. Il était encore pas vide, le truc, t'imagines? Le truc, il sortait de la course, il y avait tout, quoi. C'était hallucinant. C'était vraiment sorti de grange au top niveau, quoi. Et donc, alors, on a envoyé cette voiture en Californie. Là, parce qu'il avait plus de moteur. En fait, il avait couru avec un moteur Revmaster qui avait été fourni par l'usine Revmaster. Et après la course, ils avaient récupéré le moteur. Donc, lui, il avait un Porsche S90. Mais qui marchait pas, et donc il était à côté. Donc moi, il m'a tout vendu, le S90 et tout. Mais en Californie, Bruce, il avait un mécano qui m'a remis un moteur au look exactement identique à celui de l'époque. On a pu rebrancher d'ailleurs la prise d'air, enfin tous les trucs. On l'a restauré vraiment comme d'origine. Et je les ai importés donc à 97. Et en 98, quand je les ai invités, on a fait la première Beach Week, c'est-à-dire que l'événement du VV national à Lège-Cap-Ferret, il commençait une semaine avant au Verdon sur la plage. C'était un truc que de buggy. Et donc, Bruce et Bob, ils ont pu rouler avec leur propre voiture sur la plage du Verdon. Voilà l'histoire. Énorme. Et voilà. Donc, pour rebondir, on en discutait avec Nico sur les Françaises. Reviens sur le sujet, Nico. Ouais, donc, du coup, bon, tu avais le premier buggy français, en gros, c'était quoi? C'était
T'avais les LM Sauvera, t'avais les Baboulins aussi, là, je pense. Non, alors voilà, je Ça, c'est t'explique. un peu En autre fait, chose encore, bon, non? non, voilà. Évidemment, dès que le buggy a été connu aux États-Unis, ça a été un succès assez immédiat. C'est passé dans tous les magazines. Il y a celui de l'affaire Thomas Crown qui est ultra connu, qui avait été construit par Bruce. Ouais. Par Bruce et d'autres mecs, mais enfin Bruce, il avait fait la carrosserie. Il avait fourni la caisse. Évidemment, c'est un succès mondial. Et donc, les Sud-Africains et les Australiens d'ailleurs demandent à Bruce s'ils peuvent construire le buggy sous licence. Donc, D'accord. il envoie une coque en Australie, il envoie une coque en Afrique du Sud. Évidemment, les Sud-Africains s'empressent de copier la coque et fabriquer la coque sans payer de royalties, comme c'est de bon ton dans ce Ouais, ouais. milieu. Et donc, ils font quelques modifs. Un jour, il y a un Anglais qui s'appelait Duplessis, il avait un nom français, mais c'était un Anglais, qui ramène alors, cette marque sud-africaine, ça s'appelait GP Beach Buggy. Et donc, Ouais, je vois, il ouais. ramène un GP Beach Buggy en Angleterre. Et il y a deux Français, dont j'ai oublié le nom. J'ai tout raconté, moi je pourrais te donner les noms. Euh, qui ramènent ce buggy, qui en achète un en Angleterre, si tu veux, et ils viennent au Mans avec en 69. Et là, il y a Henri Grand-Cyr, le pilote d'Alpine, qui était Ouais. aussi Michel Vaillant à la à la télé, télé. qui trouve le truc sympa et il fait un essai pour Champion, le magazine Champion. J'ai la D'accord. refait. Ce magazine sort en août 69. Moi, j'ai 17 ans, j'achète Champion depuis le numéro 1, je tombe dessus, je suis en vacances à l'île d'Oléron, évidemment, l'île d'Oléron, c'est que des dunes, donc moi, je me dis, putain, c'est ça que je veux, quoi. Donc, Bah, bien je sûr. rentre chez moi et je dis à mon père, papa, c'est ça que je veux comme bagnole. Alors, bon, tu vois, c'était ça le truc. Donc, bon, il botte un peu en touche. En fait, j'ai fini par acheter une coque. En 71, fin 71, j'ai acheté une coque. Mon père m'a donné les sous pour acheter une coque. Et donc, c'était une coque de GP, parce que tu les reconnais, ils ont le coffre, ce qu'on appelle à facette, c'est-à-dire que ils avaient rempli les ailes plates du Manx, ils les avaient remplies, et à l'arrière, il y avait un petit dessin, ils l'ont prolongé pour couvrir la poulie, tu vois. Et donc, c'est un arrière à facette, ça s'appelle. Et normalement, le capot était lisse, et celui-là, entre-temps, LM avait fait un arrière complètement rond, et un nouveau capot avec un renfort, une nervure centrale pour donner un peu de rigidité au capot. Et moi, j'ai récupéré un arrière à facettes avec un avant, avec le capot, avec le renfort, que j'ai monté dans l'hiver 71 et il a été terminé pour Pâques 72. Voilà. Je raconte ça dans mes mémoires d'ailleurs avec des photos, des trucs. Enfin bon, pour ceux que ça intéresse. Il faudrait que tu Mais bosses un peu déjà pour sortir c'est tes pas encore photos. publié. J'ai mis en page 2 chapitres, j'en ai 18 alors, tu vois. Et là, ça fait un mois que je suis là, j'ai rien branlé. Donc, enfin bon, ça me fait de la peine parce que en fait, je voulais l'offrir à Bruce parce qu'il m'a fait la préface, il m'a fait une super préface et je voulais lui donner évidemment, bah ça sera, je l'amènerai au ciel. Voilà. Et donc, alors, suite à ça, si tu veux, les mecs qui ont importé ce buggy, ils ont plein de coups de téléphone. Et donc, comme évidemment, ils habitent dans le 16e arrondissement, ils ont pas d'atelier. Donc, ils trouvent un mec à Corbeil-en-Gâtinais qui fabrique des voitures d'auto-tampon. Et Ah, c'est ça. ils amènent le truc. Et donc, c'est Michel Landois, LM, Landois Ouais. Michel, qui dit bah, moi, je vais vous les fabriquer les coques. Donc, il tire les moules et il commence à fabriquer des LM. Sauf qu'au début, il ne s'appelait pas LM. Il y avait donc le GP, on le reconnaît parce que le capot, il n'y a pas le sigle LM, il y a un trou rond pour mettre une petite pastille GP, tu vois, un petit autocollant. Alors après, il s'est embrouillé avec les mecs. Donc, il y a d'autres gens qui ont demandé une coque, donc notamment Yves Sonil, que vous connaissez certainement de nom. Yves Ouais. Sonil, à un moment, il avait ouvert, c'est le premier qui a ouvert une boutique dans les Halles. Il avait une boutique de buggy dans les Halles. Et donc, il y a des coques qui sont sorties avec le capot marqué Sonil. Et ensuite, il y a une autre boîte dans le sud de Paris, je crois, qui a sorti un modèle avec un capot marqué Minibug. Et puis ensuite, il y a eu le problème de l'homologation. Et donc, comme personne ne voulait payer l'homologation, Michel Landois, lui, il s'est attelé au problème de l'homologation. Il a homologué les LM et donc, il a mis sa marque dessus. Suite à ça, il y a un type qui fabriquait
une copie du Volksrode anglais qui s'appelait, enfin du Monks, c'était le Monks anglais qui s'appelait, j'ai oublié le nom. Lui, il s'appelait, il fabriquait les barquettes BSH. Benoît Saint-Hilaire, voilà. Ah, bon. Bah, tu sais Voilà, que oui, oui, mais Benet Saint-Hilaire. Benet Saint-Hilaire. Monsieur Saint-Hilaire, il habite à côté de chez moi en Normandie. Là. Voilà, Il a alors, ouais, bah, 85 je vais ou 6 ans. t'expliquer ce qui s'est passé. C'est que comme il a eu une attitude complètement débile, puisque lui, il était en train d'homologuer sa copie de truc anglais, et il voit que LM, il lui donne une homologation par type. Donc, il va aux mines, il dit, mais moi, je veux une homologation par type comme LM. Et parce que LM, c'est pas juste, parce qu'il part de voiture d'occasion, donc c'est pas une voiture neuve, donc il peut pas avoir une homologation par type. Alors, comme Michel Landois, c'était un mec très gentil et très, très sérieux et qui avait tout fait comme il fallait, les gens des mines l'aimaient beaucoup. Et donc, ils lui ont dit, bon, bah, ils ont inventé l'agrément de prototype, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il fallait amener sa voiture chez LM pour qu'ils confirment que c'était bien conforme au prototype. Et ils ont dit à Benet Saint-Hilaire, vous n'aurez jamais d'homologation. Et il ne l'a jamais eu. Oui, mais je crois que c'est. Oui, j'avais entendu parler de cette histoire-là. Je crois que c'est. En fait, tu avais Monsieur Benet et tu avais Monsieur Saint-Hilaire, en gros. C'est deux mecs. Hein. Ah, peut-être, oui. Ouais. Ouais, et en fait. Je les ai jamais rencontrés et j'ai jamais cherché à le faire, tu vois. Parce que et en fait, moi, j'aime bien les gens droits, moi. Pour la petite histoire, les deux se sont frités parce que tu avais Monsieur Benet qui était un peu le businessman de l'affaire et qui était là un peu, je pense, pour faire du pognon. Et tu avais Monsieur Saint-Hilaire, justement, qui habite pas très loin de chez moi, là, qui lui était vraiment l'artisan et gérait pas du tout le reste. Mais je suis pas surpris parce que j'ai déjà entendu parler de cette histoire de. Bah, si un jour tu le vois, tu peux lui poser la question. Oui, ça serait intéressant d'avoir sa version. C'est prévu que j'aille le voir. Là, avec le Covid, on a décidé de pas y aller maintenant. Mais il habite à. Ouais, j'ai un pote qui a une BSH, qui a retapé une BSH, justement. Voilà. Alors, à la base, ils avaient fait la BSH, mais après, quand ils ont vu que les buggy, ça marchait, ils se sont mis un peu dans le buggy. Donc, ils sont allés en chercher un. Ils sont allés en chercher un en Angleterre, tu vois. Ouais. Ok. Bon, alors, donc, c'est rien. Attends, je vais pas décrocher parce que c'est ma tante. Non, je vais couper. Ouais. J'ai une vieille tante de 95 ans et elle n'arrive jamais à m'appeler. Attends, je vais la prendre 10 secondes, hein, excusez-moi. Je couperai, je recollerai. Ah, Tata, t'as réussi à faire marcher la vidéo. Je suis en interview pour la. Regarde, je suis en interview sur Internet. Tu vois, ils sont en train de m'interviewer. Alors, est-ce qu'on peut se rappeler? Tu peux me rappeler dans une demi-heure? Tu pourras. Moi, toi. Bah non, mais là, t'as réussi à m'appeler en vidéo, donc tu recommenceras l'opération. OK? Non, c'est la fermière. C'est notre qui me. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, alors, ça, c'est un peu compliqué. Bon, bah alors. Bon, bah sinon, on se rappellera demain avec l'infirmière. On verra ça demain. Ouais. Okay. Bon, bah, on verra ça demain. OK. Ouais, à tout à l'heure, Tata. Oui, à plus. Bisous. Bisous. Ah, elle a 95 ans. Je lui ai acheté un téléphone. C'est beau. Dessus, quand elle l'ouvre, elle a que WhatsApp. Je lui ai dit, t'appuies sur WhatsApp, il n'y a que mon nom, t'appuies sur mon nom, et là en bas, il y a une petite caméra, t'appuies dessus. Ça fait 25 fois, ou alors elle m'appelle à 3 h du mat. Et là, parce que là, il y a son infirmière qui est venue ce matin, et donc elle a dû demander à l'infirmière de m'appeler en WhatsApp. Bon, désolé pour la parenthèse. Donc, écoute, si tu vois un jour Monsieur Saint-Hilaire, alors moi, j'ai dit son prénom Benet. Je me suis dit, tiens, en fait, tu avais Monsieur Benet, Monsieur Saint-Hilaire. D'accord, ouais, j'ai compris. Les deux se sont frités parce que, après, il y a deux versions, mais. Écoute, je pense qu'il y en avait un qui était plus artisan et l'autre qui était plus. Non, mais ce qui m'intéresserait, parce que moi, j'ai jamais rencontré ces gens-là, ce qui m'intéresserait, c'est sans lui en parler, sans lui en parler de moi ou de qui que ce soit, de lui dire et les buggy, raconte-moi un peu les buggy, tu vois. Et comme ça serait vachement intéressant d'avoir, parce que si ça se trouve, il y a des choses que je connais pas. Tu vois, je connais pas tout. Enfin, moi, l'histoire que j'ai, c'est l'histoire que je tiens de Michel Landois. Donc, Michel Landois aussi, il a peut-être arrangé un peu la sauce à sa façon, ce que je crois pas, parce que c'est un mec super gentil, Michel Landois.
Et Il est donc, toujours alors, vivant, hein, Michel Landau? Il est toujours vivant, pardon? Michel? Il est toujours vivant, Ah oui, Michel oui, Landau? oui, ils sont toujours à Corbeil, je crois, hein. Et donc, D'accord. sa femme, c'est Morissette. C'est Morissette qui tenait la boutique, hein. Morissette, c'est une femme d'affaires, elle, hein, par contre, hein. Mais bon, ouais, ils habitent toujours. Ils habitent toujours. Alors, eux, je les avais aussi invités en 94 au Mans. Et donc, elle a rencontré Bruce. Et, à l'époque, j'avais invité aussi Edmond Perry d'Apal. Il y avait Thierry de Montcorgé qui était là. Il y avait quand même pas mal de monde en 94, hein. Ouais, On avait fait une belle fête de buggy, quoi. Et d'accord. en rebondissant un petit peu, Thierry, lui, il avait fait une coque originelle, comme son buggy, Ah c'était oui, quoi? alors Thierry, lui, il a fait carrément la coque dans son appartement. D'ailleurs, on a des photos de ça où il a coupé les coupes en bois, tu sais, pour faire la forme. Et lui, en fait, c'est parce qu'il a vu l'affaire Thomas Crown au cinéma et il est rentré chez lui en disant je vais me faire un buggy. Il n'a même pas pensé si je vais acheter une coque ou non, il s'est fabriqué. Et donc, lui, là, il en a fait une petite centaine aussi. Il a homologué par type le Montcorgé et il a tout donné à commercialiser au patron de Strakit à l'époque. Et le patron de Pratique, ouais. Strakit, il a vendu à Le Gourrieret et Lefort sans leur donner les documents. Ils n'en ont jamais vendu, en fait. Et tout le travail d'homologation qui avait été fait a été perdu. Ok. Et du coup, Thierry, il en a refait, c'est ça? J'ai vu vaguement. Alors Thierry, il en a racheté un il y a quelques années, qu'il a refait. Il a fait quelques modifs, notamment l'inclinaison du pare-brise. Il a fait deux, trois petites modifs. Il a tiré un moule qu'il a. Il a restauré ce buggy qui est absolument magnifique. Et là, récemment, il vient d'en acheter un autre d'occasion, un autre Montcorgé, qu'il a de côté aussi. Voilà. Et du coup, alors aujourd'hui, est-ce que c'est toujours possible? Ça peut peut-être intéresser les gens qui nous écoutent, tu vois. Est-ce que c'est toujours possible aujourd'hui d'homologuer un buggy en France? Parce que, en gros, ils avaient quoi? Ils avaient des cartes grises Volkswagen modifiées. Enfin, Alors, écoute, pour être clair, non, c'est totalement impossible d'homologuer un buggy parce qu'on est en France. On serait en Angleterre, on serait en Allemagne, on serait en Belgique, je te dirais oui, en Espagne, au Portugal. Mais la France, c'est un pays de bureaucrates. Et ça rentre pas dans la, sur un dans, truc dans la moderne, catégorie bureaucrate. Voilà. Alors, au début, les premiers, on était tous homologués les uns après les autres. Donc, normalement, la mention, c'était marqué type 11 quelque chose, ça c'est le titre de la coccinelle MOD. ah oui, c'est ça, Il y a eu ouais. des versions où il y avait marqué type et marque modifié en bas de la carte grise. Et ensuite, une fois que LM a eu son homologation d'agrément de prototype, eux, ils changeaient la marque. La marque, ça devenait LM. Et le numéro de série disparaissait de la coccinelle et ça devenait un numéro de série LM. Voilà. D'accord. Non, mais ce que je voulais compléter, c'est qu'aujourd'hui, en véhicule neuf, c'est inhomologable parce que de toute façon, ça ne peut pas passer rien que les histoires de crash, etc. Par contre, aujourd'hui, tu rachètes n'importe quel buggy qui a plus de 30 ans et tu l'homologues en collection. Enfin, tu Non, l'immatricules en collection, quoi. Voilà. le problème, mon pauvre, c'est qu'il y en a plus déjà. Et ensuite de ça, on a été piraté par PGO, qui pendant des années a fabriqué des répliques de Porsche en achetant des buggy d'occasion à n'importe quel prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une carte grise On va modifiée, voir ça la vaut carte 4, grise. ça vaut 4 ou 5 000 euros, quoi. Donc, voilà. Ah oui, c'est-à-dire que t'en as beaucoup qui ont fini en PGO, quoi. Voilà. Il Ils, récupérait la carte grise? ils achetaient des buggy et puis il y avait marqué modifié, ils sortaient une Porsche. Tu vois. Et Ah c'est oui, comme comme en toujours, fait hein. toutes les cartes grises, ce qu'on appelle type original, que tu peux récupérer ou tu Ah mets bah, sur. type original, c'est encore mieux. Alors moi, j'en ai une. J'ai une carte grise. Moi, j'ai un Phénolard. Phénolard, c'est une marque bordelaise. Le mec en a fait 15. C'est tout à fait original. D'ailleurs, c'est pas très joli. J'étais un fan de 2 chevaux. Il a mis une calandre de Diane devant, tu vois. C'est pour te dire des phares de traction. Enfin bon. Cela dit, c'en est quand même un. Là, il y a marqué marque Phénolard, type original. Donc avec ça, si tu veux, je peux rouler avec n'importe quoi parce que bon. Mais bon, je sais qu'à un moment, Michel Landois, j'avais discuté avec lui, il m'avait dit, oh, vous faites chier parce que vous réutilisez mes cartes grises à moi pour faire des Manx. Alors moi, à l'époque, je lui ai dit, si tu veux, Michel, on te passe les moules et tu arrêtes de fabriquer tes LM qui sont pas très beaux et tu te mets à vendre des LM qui sont des Manx.
mais il ne voulait pas. Donc après, il a vendu sa boîte. Enfin, ils ont déposé le bilan. Il y avait ils ont fait une espèce de. Ça a été repris par une boîte du Sud, là, oui, hein, à la fin. Ouais, non, ben attends, l'histoire, je la connais, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont déposé le bilan pensant que personne allait racheter. Et puis, le gars qui fabriquait les Manx pour moi, il s'est mis avec le concessionnaire Toyota de Mont-de-Marsan et ils ont fait une offre supérieure à LM. Parce que Landois, il avait refait une offre. Et donc, ils se sont fait souffler le truc sous le pif, quoi. Tu vois? Ah oui, d'accord. Ils avaient déposé pour racheter, quoi. Voilà, ils avaient déposé pour racheter parce qu'ils étaient un peu à l'agonie, parce qu'il y avait notamment, ils faisaient venir les moteurs et les châssis du Mexique. Du Mexique, Même, ils ont fait venir des voitures complètes du Mexique qui démontaient et revendaient les coques. J'ai connu des gens qui ont acheté des coques neuves chez eux. Et donc, ça coûtait quand même une blinde parce que il fallait quand même les faire venir. Bon, même s'ils les homologuaient pas, ils les démontaient, mais au moins, parce qu'ils vendaient les derniers LM, c'était des LM neufs. Vraiment, tout était neuf, à injection. Michel Landau, il a toujours essayé de faire les choses le mieux possible. Alors, le seul problème de LM, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de goût. C'est-à-dire que quand il faisait une modif sur la bagnole, c'était horrible, quoi. C'est toujours ce que je leur ai reproché parce que autant le premier GP que j'avais était mignon, autant le dernier LM, avec les gros feux, les énormes supports d'essuie-glace, les flancs qui étaient mal dessinés, qui étaient même pas symétriques, droite et gauche. Enfin bon, après, ils avaient trouvé que le Manx avait les ailes creuses à l'arrière, alors ils avaient fait les ailes creuses. C'était mal fait, c'était pas du tout comme le Manx. Ils auraient mieux fait de mouler une coque de Manx et de repartir de là, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai une dernière question. Le Monster, raconte-nous un peu, tu l'as abordé, tu l'avais en tête, et c'est quoi en fait? Alors, le Manxter, la première fois, donc, je suis allé en 94, Bruce m'a montré quelques dessins. Il m'a dit, moi, je voudrais faire le Manx de l'an moderne, le moderne, avec sur un châssis à 4 places pour avoir une meilleure tenue de route et puis avoir deux belles places derrière, avec un coffre qui s'ouvre, avec un design un peu plus moderne. Donc, il m'avait déjà montré quelques dessins. Il a fini par le construire. En 98, quand il est venu chez moi, il avait déjà la brochure que lui avait fait Dave Deal, le fameux dessinateur qui est depuis décédé aussi. Lui, il est mort d'un cancer très rapidement, mais c'était un mec génial qui dessinait pour Bruce depuis les années 60. Toutes les pubs dans les magazines de VV ou les pubs pour Jackman, les Jackman Wheels et tout ça, c'est lui qui les dessinait. C'était un mec vraiment très intéressant. Et donc, il lui avait fait la brochure. Et un jour, si tu veux, je raconte l'anecdote parce que c'est quand même assez marrant. Moi, au Cap Ferret, tu sais, on avait Philippe Stark et moi, je suis ami avec lui. Et donc, un jour, je vois Philippe et je lui dis, tiens, écoute, si tu veux, ce soir, j'ai Bruce Meyers qui vient dîner à la maison. Est-ce que tu veux venir? Je vais te le présenter. Il me dira, écoute, je viendrai peut-être prendre l'apéro, mais bon, j'aurai pas le temps de dîner. Bon, d'accord. Quand j'arrive avec Bruce de l'aéroport, je vois le 181 parce qu'il avait un 180 Stark. Donc, je vois le 181 dans mon jardin. Donc, je me dis, bon, bah, tiens, il est là, il est sympa, il a tenu sa parole. Et quand on rentre dans la cuisine, il y a mon Stark qui a un tablier de cuisinier et il est en train de faire la bouffe. Il fait des pâtes avec des palourdes, enfin, un truc de fou. Et donc, Bruce, je lui dis, bah, tiens, je sais pas si tu connais Philippe Stark. Il me dit, écoute, il y a 2 jours, j'étais sur le Queen Mary à une réunion de designers, de tous les plus grands designers du monde de bagnoles. Pendant deux jours, on a parlé que de Stark et aujourd'hui, c'est lui qui fait la cuisine. Énorme. Alors, évidemment, bon, on bouffe tous ensemble et j'explique à Stark, je lui dis, bah, tiens, regarde, Bruce, il vient de dessiner un nouveau buggy il n'était pas très satisfait de l'arrière, il trouvait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, Philippe me dit, bah, donne-moi un papier, un crayon. Et donc, ils ont passé 1 heure à redessiner l'arrière du Manxter. J'ai la feuille quelque part, hein. J'ai les images et j'ai la feuille quelque part. Et donc, Bruce, je ne sais pas s'il l'a modifié ou pas, enfin, je ne me souviens plus. Et donc, voilà. Et le jour où Bruce est parti, Philippe est venu lui dire au revoir chez moi. Il lui avait amené un bouquin. Il avait fait un gros bouquin, tu sais, sur une partie de son œuvre. Et il lui a fait une dédicace extraordinaire. Donc, quelqu'un a une vidéo quelque part, mais je ne sais pas où elle est. Parce qu'il y avait quelqu'un qui filmait pour nous, et je ne sais pas où est cette vidéo. Et moi, j'ai des photos où ils sont tous les deux, et j'ai des photos de la dédicace qu'il lui a fait, un truc de fou, avec des buggy qui sautent, des machins, enfin un truc de fou. Voilà l'histoire. Et donc, à la suite de ça, le Manxter a fini par sortir. Donc, il a dû sortir en 99, je crois, ou 2000 peut-être. Il a été présenté en Californie. Il a tout de suite eu beaucoup de succès. Alors, il y a tout un arceau
qui est intégré à l'intérieur, à l'extérieur. Il a fait exprès de faire compliqué pour pas qu'on le copie facilement. Effectivement, l'arceau, d'ailleurs, rien que l'arceau, c'est très compliqué à faire. Et les gens qui lui fabriquent, c'est des gens qui fabriquent les classins américains, tu vois, les buggy de course américains. Moi, j'y suis allé d'ailleurs avec lui. Il fabriquait notamment les buggy à Schlesser. Il m'avait dit, le dis pas parce que ça c'est le futur buggy de Schlesser pour le Dakar. D'accord. Et donc, voilà. Et après, moi, j'ai importé un des premiers modèles que j'ai importé. On l'a moulé en France pour le fabriquer, mais c'était tellement compliqué de faire venir l'arceau, ça coûtait une blinde, il manquait toujours des boulons, parce qu'il y avait plein de boulonneries, des petites pattes, des trucs, et quand ça arrivait, il manquait toujours un truc. Donc, c'était pas moi qui le commercialisais, c'était mon ami Bruno Bossu de Simili, et finalement, on a été sollicité par Carlos Fernandez, qui a une boîte qui s'appelle Autofibra au Portugal, qui est très très gentil, et qui nous a dit, bah, moi je veux bien le commercialiser, moi je vais le fabriquer. Donc, on lui a vendu le concept. Et maintenant, d'ailleurs, c'est lui qui fabrique aussi les Manx. Voilà. Et ça se passe très bien. Et du coup, pour un peu compléter le truc, là, à quelques mois avant de mourir, Bruce, en fait, a vendu la boîte, c'est ça? Alors, ça faisait un moment qu'il me parlait de vendre parce que bon, ils avaient déjà délégué le club et le bulletin du club à une équipe extérieure. C'était plus eux qui s'en occupaient parce que c'était un travail colossal. Au début, quand il y avait 150 membres, ça allait, mais une fois qu'il y avait 3000 membres, 5000 membres, ça devenait un truc énorme, quoi. Et donc, ils pouvaient plus le gérer parce que c'est Winnie qui gérait tout parce que Bruce lui était dans l'atelier toute la journée à découper, à souder, jusqu'à la fin et bricoler, quoi. Ah, il a jamais arrêté, jamais il a arrêté. Lui, j'étais même étonné qu'il soit pas mort dans son atelier, tu vois. Ouais. Et donc, si tu veux, ça faisait un moment qu'il cherchait à vendre. Il y a une boîte qui a repris la fabrication des Manxter off-road parce qu'ils ont fait des versions avec des grandes suspensions pour pouvoir les vendre pour courir. Ils en ont vendu pas mal d'ailleurs. C'était un gars qui faisait des boîtes, je me souviens plus de tous les noms parce qu'il y a eu plusieurs acheteurs potentiels qui ont commencé, qui ont arrêté, et jusqu'au moment où là il a trouvé un consortium qui a racheté, donc ils ont signé en novembre, et le patron maintenant c'est le chef designer de VV qui a dessiné la New Beetle. Oui, c'est ce que j'ai vu. Qui était un ami de Bruce. Et donc, c'est quoi leur ambition d'après toi? C'est vraiment de créer une marque? Je n'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent continuer à fabriquer les Manx traditionnels? Est-ce qu'ils vont… Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. J'espère qu'ils ne vont pas trop faire chier Carlos Fernandez, parce que Carlos, maintenant, il fabrique un peu pour toute l'Europe. Bon, il y a eu pas mal de problèmes. Moi, déjà, j'ai eu des problèmes, puisque moi, j'ai fait un procès à celui à qui j'avais confié la commercialisation, qui a commencé à faire des fausses plaques parce qu'il ne payait pas les royalties. Donc, j'ai fait un procès, ça a duré 4 ans, ça m'a coûté 10 000 euros. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé le bilan 3 mois avant. Il a créé une autre société où il a tous les outils que j'avais achetés, les marbles, les machins, il a tout piqué, tu vois, le master. Il a piqué mon master que j'avais payé. La première coque qu'on a tirée, je l'ai fait faire très épaisse pour pouvoir qu'elle serve de master pour faire d'autres moules, tu vois. Parce que voilà, lui, il m'a gaulé ça. Il a fait des modifs qui sont horribles parce que c'est un mec qui a aucun goût. Et donc, il a commercialisé sa propre coque sans jamais payer aucune royalties, évidemment. Toujours en pleurnichant que les autres allaient le copier. Enfin bon, des connards sans nom, quoi. Et donc, ensuite de ça, comme il refusait de vendre aux Anglais parce qu'il avait peur d'être copié, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même acheté une coque et puis ils ont été la copier. Donc, après, il y a eu une embrouille avec les Anglais. Donc, Bruce a été obligé de faire cesser les copies en Angleterre. Donc maintenant, je ne sais pas qui fabrique en Angleterre. Enfin bon, le truc nous a échappé parce que, comme toujours, les mecs, ils n'ont pas de cœur. Ils ne voient pas le but du truc. Le but, c'était quand même d'assurer une rente à Bruce pour qu'il puisse vivre. Parce que avant que ça démarre en Californie, c'est passé un sacré temps. Hein. Oui. Donc, entre 94 et peut-être 2002 ou 2003, il s'est passé presque 10 ans pendant lequel il n'avait pas de revenus. Hein. Donc, les seuls revenus, c'était les royalties qu'on pouvait lui filer et les pièces qu'il fabriquait, qu'il vendait à droite à gauche. Donc, c'était quand même pas génial. Et tous ces enculés d'anglais, de Belges, parce qu'il y a eu aussi des copies en Belgique, les mecs, ils achetaient des copies
Enfin bon, et voilà, ils en avaient rien à foutre. En France, il y a même des mecs qui faisaient des copies aussi, qui avaient acheté des coques, qui faisaient des copies, ils les vendaient sur le bon coin en plus. Plus con, tu meurs. Comme si moi je pouvais pas savoir qu'il y avait une copie de Manx qui était en vente, quoi, tu vois. Et Enfin, du coup, bon. comment il les mettait sur la route? C'est quoi, il mettait, ça gardait une carte grise de Cox? Ah ben non, mais après, si tu veux, à partir du moment où il y a eu la coque disponible, les mecs, dès qu'il y avait une coque, enfin un buggy d'occasion à restaurer, les mecs ils sautaient dessus. Donc d'ailleurs ça a fait monter les prix. Moi les premières cartes grises que j'ai récupérées, je les payais 500 francs, tu vois. Et j'avais le châssis avec et des pièces, tu vois. Maintenant c'est 5000 et t'as rien, t'as même pas une plaque, t'as une carte grise, point. Tu vois. Donc, ils sont devenus fous, les mecs. Comme toujours, le pognon, il n'y a pas de cœur là-dedans, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de passion. C'est que des petits cons pour gagner 3 ronds. Tu vois, enfin bon, moi, je me suis fait dépouiller les bagnoles. J'avais un poulailler près de Chartres. Et puis, mes bureaux à l'Èche-Cap-Ferret, derrière, où je stocke des trucs, je me suis fait dépouiller. Les mecs, ils venaient plusieurs nuits de suite pour me voler des pièces pour les revendre sur les concentres de VV pour gagner 200 balles, tu vois. Des amoureux de la VV, tu vois. Mais je sais que c'est des mecs qui savent de quoi ils causent parce qu'ils m'ont démonté avec les bonnes pièces. Tu vois. Je rigole, mais c'est pas drôle. Ah ouais, non, mais c'est tragique. Je veux dire, bon. Bon, alors, bah écoute, merci beaucoup, Jackie, de tout ça, parce que c'est de la première main, et ça, Ouais, c'est quand même franchement, c'est ouais. toujours bien d'avoir des vraies infos de première main de tous ces trucs-là. Donc, Alors, on peut continuer si tu veux, parce que je l'ai invité plusieurs fois, mais après, je suis allé le voir, notamment en 2006, quand il a fait ses 80 ans. On est allé là-bas. Et à l'époque, on avait publié beaucoup de choses sur lui dans Super VV. Donc, j'ai décidé de faire un hors-série. On a repris Ah, toutes les pages qu'on avait fait et on a imprimé une vingtaine ou une trentaine de hors-série à dos carré collé avec les articles qu'on avait consacrés à Bruce. Et je l'ai fait signer par toute la rédaction et je l'ai amené là-bas. Donc ensuite, il y a eu les 85 ans où je suis retourné. Alors là, les 80 ans, j'étais parti avec ma femme et la secrétaire de chez nous, de Super VV. Et le trou du cul qui m'a remplacé à Super VV, à qui j'ai présenté Bruce d'ailleurs. Et donc, ah oui, faut un trou du cul, quand c'en est un, il faut l'appeler par son nom. Hein, donc voilà. Et donc, et donc, après, je suis retourné moi en 85 pour son anniversaire. Et j'ai pas pu aller à ses 90 ans parce que j'étais à Bali et c'était très très compliqué de partir de Bali pour aller en Californie, surtout pour 4-5 jours. Ça m'aurait coûté une blinde et j'avais pas trop les sous pour le faire à l'époque. Je suis pas allé aux 90 ans. Alors, en revanche, quand on a fait, en 94, on a fait les 30 ans du Manx. En 2004, à Tenay, près de Blois, on a fait les 40 ans du Manx. Donc là, une fois encore, j'avais invité tout le monde. Et en 2014, moi, j'étais parti du magazine. Le magazine a organisé avec une équipe de jeunes les 50 ans du Manx et le trou du cul dont je te parle et le bras droit de Michel Homel, ils ont demandé à ce que je ne sois pas invité. Voilà. Ça, je ne leur pardonnerai jamais. Voilà. Je le dis en direct. Tu peux le passer sans le couper. et c'était quand les trophées qui avaient été fabriqués par. J'ai vu une photo avec des trophées fabriqués par Russe. Ah, bah Bruce, alors écoute, de mémoire, c'est 98 Attends, parce qu'on était déjà allé, je ne me rappelle plus. Ouais, 98. En 98, quand je l'ai réinvité, parce que je l'avais invité donc en 94. Après, il est venu en 96 à Ancille-Franc. Et ensuite, il est venu en 97 à l'Èche-Cap-Ferret. J'ai eu invité 3 ans de suite, pratiquement. Et donc, pour me remercier, il m'a fait 3 trophées qui évoquent chacun. Il y en a un qui évoque le château d'Ancille-Franc, l'autre qui évoque la forêt de l'Èche-Cap-Ferret, et l'autre, il a le circuit du Mans avec la courbe Dunlop. Et il a sculpté lui-même les trucs, tout verni, et il a fait dorer à leur fin, il a fait dorer son logo Manx qu'il a mis dessus. Et c'est cette photo que j'ai mis parce que quand il m'a offert ça, je te jure, ça m'a vraiment touché parce que c'est un travail colossal. Hein. Il a dû mettre des semaines à faire ça, tu vois. Mais tu vois, la qualité du travail, c'est incroyable, quoi. Donc, non, on était vraiment très proches avec Bruce. C'était un peu mon deuxième père. Je suis allé plein de fois chez lui. On a fait beaucoup de choses ensemble. En 2007, je me suis fracassé le tendon d'Achille. Quand j'étais en Californie, on était allé quand même à la Barra ensemble.
avec moi je boitais, je boitillais évidemment. Quand t'as le temps, moi, j'ai pété, tu marches moins bien. Et en l'an 2000, on est descendu à La Paz ensemble. Alors moi, j'avais loué un 4x4. Winnie, sa femme, m'avait prêté un matelas. Donc je dormais dans le truc. Eux, ils étaient dans le Old Red. Et avec tout un tas de membres du club, on est descendu jusqu'à La Paz. Et voilà, enfin bon, on a fait beaucoup de choses ensemble. Il m'a emmené à Glamis. À Glamis, on était parti avec un camping-car. On a tous dormi dans le camping-car pendant 4 jours. Glamis, c'est un truc à avoir une fois dans sa vie parce que pendant ça c'est 3 ou 4 fois dans l'année pour les grandes fêtes comme Thanksgiving ou le 4 juillet, un truc comme ça. Et là, en fait, t'as un désert qui fait 40 km par 40 km et au milieu, tu as une route qui fait 20 bornes de droite, tu vois. Et au milieu de cette route, il y a une pompe à essence. Voilà. Et là, autour de la pompe à essence, derrière, c'est des immensités plates. La partie gauche, tu peux pas y aller parce que il y a des écologistes qui ont trouvé une merde d'un lézard qui avait disparu, donc ils ont fait fermer la moitié du désert. Et de l'autre côté, les mecs donc s'installent, ils font une ville avec des routes, c'est incroyable l'organisation. Et après, autour de ça, c'est des immenses dunes qui ont toutes des noms, tu vois, des noms incroyables. Et Bruce m'a dit, je viens là depuis que j'ai 20 ans, elles n'ont pas changé les dunes, tu vois, il y a rien qui a bougé, quoi. Et malgré que les mecs ils viennent en bagnole, ils les montent, ils les descendent, il y a rien qui a bougé, c'est toujours les mêmes, tu vois. Et pendant 4 jours, c'est la folie des buggy et des ATC, des quads et des machins. Et c'est hallucinant. Et alors, le pire, c'est que moi, je vois ça, les mecs qui montent les dunes, ils les descendent dans tous les sens. Tu dis, il va y avoir des cartons, tout. Il n'y a pas un accident. Et ces enculés d'écolos, le dimanche, donc ça doit durer du jeudi au dimanche, un truc comme ça. Le lundi matin, j'achète la presse. Et il y a marqué les hôpitaux sont pleins, tellement il y a d'accidents, il faut interdire la manifestation et tout ça. Tu vois, les mecs. Moi, je te jure, je suis resté 4 jours. J'ai loué un ATC, donc j'ai tourné partout pour faire des photos. J'ai vu des buggy, j'ai tout vu. J'ai pas vu un mec par terre. Voilà. Tu vois, c'est vraiment des sales cons tous ces mecs-là, hein, franchement. Bon, je pense que ça sera la conclusion que les écolos qui emmerdent les mecs qui veulent péter les dunes en 4x4 sont des sales cons. Et donc, non, mais on est tous écolos, je veux dire. Moi, je veux pas détruire la nature, mais bon. Hein, on a un peu les mêmes ici. Ouais, ils sont partout. Hein. La question, c'est la démagogie écologique. Tu veux qu'on parle du réchauffement, si tu veux? Alors là, si tu veux, je peux te parler du réchauffement. Je viens de terminer le bouquin de Gérondeau, comme quoi le CO2 est vachement utile. Et avant, j'avais lu le livre de François Gervais, comme quoi c'est une arnaque le réchauffement. Tout est chiffré, tout est. C'est 2 bouquins qu'il faut lire, c'est absolument extraordinaire. Hein. Bon, toi, tu es en train de me péter, surtout qu'il va falloir que je fasse du montage comme sauvage pour enlever tes conneries qui ont un lien. On enlève pas tout quand même. Non, c'est que c'est pas avec le sujet, je m'en fous. Sinon, tu sais. Si tu veux, on fait un clap et puis on parle de Pironi. Non, attends. Non, déjà, je fais une semi. Donc, du coup, comme il faut avoir que je bricole, je vais faire une conclusion par rapport à la première partie et puis on va refaire un truc sur Pironi. Ouais, ok. Bon, en tout cas, merci de toutes ces anecdotes bien sympas et surtout, c'est ce que je disais de première main sur Bruce Meyer. C'est quand même ça qui est vraiment cool. On va intégrer des photos. Je vais taper l'ami Jackie s'il a 2-3 trucs, 2-3 photos. J'en ai vu aussi sur ta page, etc. Je vais t'en envoyer, j'en ai plein. Et puis donc, vous retrouverez cette vidéo aussi intégrée dans l'excellent article à paraître sur Road Story de Nicolas Lapéry qui retrace toute l'histoire du buggy Bruce Meyer et du Manx. Et vous en profiterez aussi pour aller sur notre site. Vous pouvez retrouver aussi en audio aussi et en écrit l'histoire du LM001, 02, 03, donc le buggy, le LM1, pardon, j'ai fait un lapsus par rapport à Lamborghini, mais l'autre série des buggy français. Voilà, merci. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.